Aujourd'hui, on apprend que le Burkina Faso lance son usine de tomates en conserve entièrement produite au Burkina Faso. Le consommateur burkinabé a l'assurance de savoir ce qu'il consomme. Aujourd'hui, ce que vous aurez dans vos plats, vous pouvez avoir l'assurance que c'est des tomates produites sur notre terroir et c'est des tomates transformées au Burkina Faso sans additifs. Zelensky, l'actuel chef d'État en Ukraine, ne sait pas où est passé l'argent qu'on lui a donné pour la guerre. Et ce n'est même pas une blague. Ce n'est pas une blague. Volodymyr Zelensky n'a pas été en mesure d'expliquer l'utilisation des 200 milliards de dollars d'aides américaines destinées à l'Ukraine. Il a affirmé que son pays n'avait reçu que 75 milliards, un montant, comme vous l'entendez, bien inférieur à celui qui a été annoncé. Il a ainsi laissé entendre que les États-Unis n'avaient pas respecté leur engagement et a remis en question les chiffres qui avaient été donnés par Washington. Lors d'un entretien accordé à l'agence de presse américaine Associated Press, Zelensky a réitéré que l'Ukraine n'avait perçu qu'environ 75 milliards de dollars de la part des États-Unis. Donc le gars fait même les environs avec les milliards. Bravo. Vu qu'il n'a pas donné le chiffre exact, il a dit environ. Pour rappel, le 21 janvier, Donald Trump a déclaré que les États-Unis avaient dépensé 200 milliards de dollars de plus en aide militaire à l'Ukraine que l'ensemble des autres pays de l'OTAN. Un montant encore plus élevé que les 200 milliards avait même été évoqué une fois. L'ancien comédien, devenu président ukrainien, a insinué que Washington n'avait pas tenu ses promesses, soulignant que son pays n'avait jamais reçu la totalité des fonds demandés. Jamais. Il a dit, je cite, « Lorsque j'entends, et je l'ai déjà entendu auparavant, que les États-Unis affirment avoir fourni des centaines de milliards à l'Ukraine, précisément 177 milliards selon le Congrès et diverses organisations, en tant que président d'un pays en guerre, je peux vous dire que nous n'en avons reçu que 75. Autrement dit, nous n'avons jamais perçu les 100 milliards de ces 177 milliards, ni 200 milliards comme certains le prétendent. » Et il ne s'arrête pas là. Il ajoute que lorsque certains disent que l'Ukraine a reçu 200 milliards de dollars pour soutenir son armée dans cette guerre, ce n'est pas vrai. Je ne sais pas où est passé cet argent. Voilà, il a été clair, je ne sais pas où est passé cet argent. Dmitry Medvedev, l'ancien président russe de 2008 à 2012 et l'actuel vice-président du Conseil de sécurité, a réagi en affirmant que ces fonds avaient simplement été détournés. 100 milliards se sont évaporés dans les poches des pillards de Washington et de Kiev, ou allant de Washington jusqu'à Kiev, puisque sur le trajet de l'argent, chacun a coupé sa part. Depuis le début du conflit en février 2022, plusieurs scandales de corruption ont éclaté, ont éclaboussé comme ça sur le gouvernement ukrainien. En juin 2023, environ 500 milliards de dollars destinés à la construction de fortifications défensives pour pouvoir stopper l'avancée des Russes ont été détournés tout bonnement ou alors volés, selon les révélations de la presse ukrainienne du 9 juin 2024. En avril 2023 encore, le bureau anticorruption ukrainien avait également dénoncé des malversations impliquant le ministre de l'Agriculture de l'époque, accusé de s'être accaparé des terres publiques d'une valeur de 6,9 millions d'euros et tenté d'en récupérer d'autres estimées à 4,5 millions d'euros. L'élu a depuis le temps été démis de ses fonctions puis incarcéré en prison. En début d'année dernière, le 27 janvier 2024, le SBU, les services de sécurité ukrainiens, les services secrets ukrainiens, ont révélé un détournement financier d'environ 40 millions de dollars dans le cadre d'un achat d'armement militaire. L'affaire, qui remonte jusqu'en août 2022, concernait l'acquisition de 100 000 obus de mortiers qui n'ont jamais été livrés. Dans le même sillage, certainement, ces 100 milliards de dollars se sont évaporés comme ça, à plusieurs niveaux, sur plusieurs projets, à plusieurs échelles. Ça me rappelle beaucoup nos pays africains. Vous savez, l'argent qui part en fumée, ça disparaît comme si ça avait les pieds, ça couvre. Ou même celui qui était censé garder l'argent pose la question à ceux qui ne savent pas ce qui se passe, où est l'argent? Alors que c'était lui qui était censé garder l'argent. Celui qui garde l'argent, il est là avec vous, mais l'argent là est passé où? C'est toi le gardien. Tu nous demandes encore comment? Ça me rappelle tellement les pays africains, tout ça. Bref, petite pause. Sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour 3 € et pour 10 € par mois et avoir du contenu exclusif en fonction du forfait. Tous les membres qui ont payé un abonnement peuvent rejoindre le groupe Telegram où j'ai déjà partagé plus de 150 vidéos qui ne sont plus sur la chaîne. Et dans ce groupe, je partage régulièrement ce que je ne peux pas publier sur YouTube. Et pour ceux qui veulent apprendre, nous avons de nouvelles formations.
En plus de celle qui vous apprend à faire une chaîne YouTube rentable, on a rajouté des formations en montage vidéo, en conception de miniatures et en écriture de vidéos. On vous apprend comment monter une vidéo en face caméra, en illustration ou encore en utilisant des avatars. On apprend également à faire des miniatures comme Pensée Kamit, Yomi Denzel ou encore le célèbre youtubeur MrBeast. Je vous laisse toutes les informations en description. Revenons au sujet. En France, on apprend que les tentatives de censure contre le gouvernement dirigé par François Bayrou ont échoué le 5 février. À cette occasion, les différentes factions de l'opposition de gauche ont affiché leur division. Néanmoins, l'exécutif français devra faire face à d'autres tentatives similaires dans les jours à venir. Les tentatives pour pouvoir le censurer. Le 5 février, lors d'un discours à Angers, Jean-Luc Mélenchon, figure de proue de la France insoumise, en abrégé LFI, a vivement critiqué ses alliés socialistes du Nouveau Front Populaire pour ne pas avoir soutenu la motion de censure contre le gouvernement Bayrou quelques heures plus tôt. Il a écrit « 6 socialistes ont volé avec nous la censure contre le gouvernement Bayrou. Nous les remercions. Le problème, ce sont leurs chefs, comme François Hollande. Ce matin, M. Darmanin a remercié le PS et a salué leur responsabilité, la honte. Je suis sûr, j'espère qu'il y a des socialistes dans cette salle qui sont nos camarades de combat. La preuve, c'est qu'il y en a 6 qui ont voté avec nous la censure du gouvernement à l'Assemblée nationale. Non, on me dit, non, c'est le coup d'avant, 8. Cette fois-ci, c'est 6. Le coup d'avant, c'était 8. Bon, ils sont 6. Ils ont été tous menacés. Ils sont liquides. C'est pas eux, nos ennemis. Nos ennemis, c'est ses chefs. Personne nous avait dit qu'ils allaient ramener Hollande. Ils l'ont sorti de la naphtaline en douce. Le mec, il était à peine dehors. On lui tend un micro. Qu'est-ce qu'il a à dire? Première parole, première pensée politique profonde. Ça prend à moi. Qu'il se taise, dit-il, mais pour qui tu te prends? Attendez, je mets le casque. Voilà, je vais mieux entendre maintenant. Que pour qui tu te prends? Pensée politique profonde, ça prend à moi. Qu'il se taise, dit-il, mais pour qui tu te prends? Non, je ne me tairai pas. J'ai pas l'intention de le faire, cela m'engueulerait si je le faisais. Qu'il se taise. Pourquoi il n'a pas dit qu'il se taise à M. Darmanin? Quand ce matin, Darmanin a dit « Il faut remercier les socialistes qui ont fait preuve de stabilité, de responsabilité, d'invincibilité et de je ne sais pas quoi encore, en T, et de complicité. » Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Hein? Pourquoi il lui a pas dit « Mais tu vas pas te taire ?» Parce que s'il lui avait dit dès ce matin « Mais tu vas pas te taire, tu vas nous faire prendre », eh bien, ce soir, ils n'auraient pas eu la deuxième humiliation. Monsieur Cazeneuve parlant pour l'équipe macroniste, disant merci aux socialistes pour leur vote, ou plus exactement leur non-vote, et le sursis qu'ils donnent au gouvernement de monsieur Bayrou. La honte. Il a au moins le mérite d'être clair. De son côté, à la sortie du CIMIC du palais de Bourdon, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, en abrégé PS, a tenu à rappeler qu'il y a dans le Front populaire aucun chef et Jean-Luc Mélenchon n'est pas le chef du Front populaire, dénonçant ce qu'il qualifie de numéro de claquette de la part des insoumis. Cette déclaration a déclenché une controverse alimentée par un montage vidéo diffusé par la communication de LFI suggérant une prétendue alliance entre le Rassemblement national RN et le Parti socialiste PS. Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, a pris la parole sur le plateau de BFM TV pour défendre le nouveau Front populaire, déclarant que l'affaiblir en excluant certains membres risquerait de nuire à l'ensemble du mouvement et au pays. Elle a jugé les tensions entre LFI et le PS comme surmontables. De leur côté donc, les communistes, bien qu'ayant soutenu la motion de censure, ont choisi de ne pas s'exprimer sur ces querelles internes au nouveau Front populaire. Le gouvernement de Bayrou reste sous pression. Les 2 motions de censure déposées par les insoumis n'ont pas atteint la majorité nécessaire. La première, visant le projet de loi de finances PLF, a recueilli 128 voix. Et la seconde, portant sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, en abrégé PLFSS, en a obtenu 122. Pour imposer son budget en 2025, le gouvernement a eu recours à l'article 49.3 de la Constitution française, qui lui permet de le faire adopter sans vote. Le soir du 5 février 2025, François Bayrou
a à nouveau engagé la responsabilité de son gouvernement en appliquant cette procédure à la deuxième partie du budget de la sécurité sociale, expliquant que cette session relative à cette recette était absolument vitale. Et on va l'écouter. Mesdames et messieurs les députés, vous avez choisi d'adopter la première partie, l'article d'équilibre en quelque sorte, du projet de loi de financement de la sécurité sociale. L'Assemblée nationale, en commission en particulier, a examiné la deuxième partie, la partie qui touche aux recettes. Et cette deuxième partie est absolument vitale pour que nous nous trouvions avec la loi de financement dont le pays a besoin, et encore davantage notre système de santé et encore davantage les assurés sociaux. C'est la raison pour laquelle, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage à cette tribune la responsabilité du gouvernement sur la deuxième partie du projet de loi de financement dans sa version résultant de la commission mixte paritaire et modifiée par les amendements rédactionnels et de coordination déposés. Voilà, vous n'avez pas le choix. LFI a donc annoncé dans la foulée qu'elle déposerait une troisième motion de censure. De son côté, le PS a fait savoir qu'il souhaitait une motion de censure spontanée prévue par l'article 49.2 de la Constitution française en réaction aux déclarations de François Bayrou sur la submersion migratoire. Cette nouvelle tentative de censure qui devrait être mise au vote au cours de la deuxième semaine de février ont peu de chances d'obtenir la majorité requise de 289 voix pour pouvoir être appliquée. Mais bon, on continue de notre côté d'observer les aventures compliquées des poutistes de l'Élysée. On file aux États-Unis où Washington est secoué par une nouvelle polémique. ALFCO, CIO précisément, attaque le Trésor américain en justice. Une tempête judiciaire éclate aux États-Unis alors que le plus grand syndicat du pays engage des poursuites contre le Trésor américain. L'organisation syndicale accuse l'institution d'avoir illégalement transmis des données personnelles et financières de millions de citoyens au Department of Government Efficiency, en abrégé DOGE, D-O-G-E. C'est une agence dirigée par Elon Musk. Son ministère, en gros, le ministère d'Elon Musk, chargé de faire l'optimisation administrative. En gros, c'est ça. Point essentiel à noter. AFL-CIO porte plainte contre le Trésor américain pour la divulgation illégale de ces données sensibles au DOGE. 2. Scott Bessent, secrétaire du Trésor, est accusé d'avoir autorisé un accès complet aux informations privées des citoyens, incluant leurs coordonnées bancaires, leur numéro de sécurité sociale et leur adresse. Parmi les coordonnées sensibles figurent également des informations sur les entreprises publiques concurrentes des sociétés d'Elon Musk, soulevant donc un certain nombre de soupçons de conflit d'intérêts, ce qui n'est que logique. Cette action en justice s'ajoute à d'autres poursuites déjà en cours contre DOGE. Les syndicats exigent une jonction immédiate pour mettre un terme à ce qu'ils considèrent comme une violation systématique du droit à la vie privée. Le scandale trouve son origine dans la récente nomination de Scott Bessent, selon la plainte déposée devant le tribunal fédéral. Ce dernier aurait permis au DOGE de consulter l'ensemble des systèmes contenant des informations les plus sensibles des citoyens américains. Toutes ces données comprennent notamment le numéro de sécurité sociale, comme j'ai dit, les numéros de compte bancaire, les comptes bancaires, les adresses personnelles et les détails sur les prestations sociales. Le sénateur démocrate Ron Wyden a alerté l'opinion publique sur Blue Sky, affirmant que ses sources à lui confirment que DOGE a eu un accès illimité à ces fichiers. Et plus troublant encore, les documents transmis contiendraient des informations sur des entreprises publiques concurrentes directes à la société d'Elon Musk, ce qui renforce les soupçons de conflit d'intérêts, comme je l'expliquais tout à l'heure. Ce qui fait dire aux gens que cette affaire, c'est simplement un conglomérat de gars qui veulent se mettre bien. L'arrivée d'Elon Musk à la tête du Department of Government Efficiency s'inscrit dans la politique de réforme administrative de l'administration Trump. Cependant, cette nomination suscite des inquiétudes croissantes sur la concentration de pouvoir entre les mains du milliardaire. L'AFL-CIO dénonce une sorte d'instruction massive et inédite dans la vie privée des citoyens et remet donc en cause la légalité de ces transferts de données. Alors que le DOGE est déjà visé par plusieurs poursuites, cette nouvelle plainte accentue la pression sur l'agence et ses dirigeants. Les syndicats de leur côté réclament une injonction immédiate
pour stopper ce qu'il qualifie de divulgation illégale, systématique de contenu et d'informations personnelles et financières. Bien que l'élection de Donald Trump ait stimulé le marché des crypto-monnaies, cette affaire révèle une contradiction majeure. Tandis que les défenseurs des crypto-monnaies prônent la décentralisation et la protection des données personnelles, le Doge se retrouve au centre d'un scandale portant précisément sur l'accès abusif à ces informations privées. Et après, c'est eux qui vont dire oui, mais TikTok vole les données, patati et patata. Comme s'il existe une application ici qui ne vole pas les données. En tout cas, cette polémique soulève des questions fondamentales sur la nature et les objectifs du Doge, ainsi que sur sa compatibilité avec les principes de protection des données. Alors que la justice examine ces accusations, l'avenir de l'agence et le rôle d'Elon Musk dans l'administration américaine pourraient être remis en cause. Donc, les gars profitent de leur mandat et vont profiter de leur mandat pour nuire à tous leurs concurrents. Le capitalisme à l'américaine. Le capitalisme à l'américaine sans foi ni loi. Et que jusqu'à donner des informations sensibles sur les entreprises concurrentes, c'est quand même fort, mais ça ne me choque pas. Hein. C'est typiquement américain. Leurs dirigeants ont toujours été des criminels en puissance. C'est d'ailleurs la mentalité américaine. Utiliser toutes ces ressources pour pouvoir mettre la pression sur les autres. C'est même la philosophie de Trump. On a vu ce qu'il a fait dès qu'il arrive au pouvoir. Il menace tout le monde. Voici ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Ah non, attendez une seconde. Il y a quelque chose que j'ai failli oublier, en plus c'est important. Aujourd'hui, on apprend que le Burkina Faso lance son usine de tomates en conserve entièrement produite au Burkina Faso. Le 30 novembre, nous avons tous été témoins de ce que son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, a lancé donc ce projet de grande envergure. Et c'est pour ça qu'en tant que président du conseil d'administration, ce matin, je suis là pour constater moi-même que l'entreprise fonctionne, que l'usine fonctionne comme il se doit. Il faut dire que pour l'instant, il n'y a pas de produits, de boîtes de tomates, ni de charges de tomates Adia dans le marché. Tout sera fait dans la transparence. Parce que son excellent, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, il veut que tout se passe dans la transparence au bénéfice de la population entière, la grande masse, pour toute la population burkinabé, par les différentes sortes de canaux, que ce soit radio, télé. Donc la population doit être rassurée que tout sera connu et communiqué. Et en ce moment, il y aura la garantie nécessaire. Donc nous sommes actuellement en phase de production intensive. Et les jours à venir, sans tarder, nous aurons dans nos boutiques, dans nos assiettes, dans nos plats, des boîtes de tomates Adia. Il faut dire que depuis l'inauguration à ce jour, les machines n'ont jamais cessé de fonctionner. Nous continuons toujours à produire. Nous avons différentes gammes de concentrés de tomates. Nous avons les boîtes de 2200 grammes. Nous avons des boîtes de 850 grammes, des boîtes de 400 grammes et des boîtes de 70 grammes. Nous avons également des sachets laminés de 60 grammes en concentré. Dans un futur très proche, nous aurons du ketchup dans des sticks de 10 grammes. Ketchup, ce n'est pas la tomate écrasée. Le consommateur burkinabé a l'assurance de savoir ce qu'il consomme. Aujourd'hui, ce que vous aurez dans vos plats, vous pouvez avoir l'assurance que c'est des tomates produites sur notre terroir et c'est des tomates transformées au Burkina Faso sans additifs naturels. Nous, dans notre stratégie circuit de distribution, nous allons passer par un circuit semi-long. C'est-à-dire, nous n'allons pas aller directement au consommateur. C'est-à-dire, dans le circuit semi-long, nous aurons, nous, des distributeurs. Des distributeurs à qui on va donner des agréments qu'on va choisir, en tout cas parmi les acteurs économiques du Burkina Faso, qui répondront un peu à nos critères et à nos conditions. Et nous allons établir ensemble un cadre de collaboration. Une nouvelle et magnifique avancée dans l'émancipation. Trop de nos produits africains, même les produits de base, sont fabriqués à l'étranger. Vous vous rendez compte que même les cul-dents, on est obligé d'importer. Les cul-dents. Il est temps que tout ça change. Et dans l'AES, on voit des changements. Voilà, là, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis et votre analyse. Et on se retrouve une prochaine fois.